Bonjour, nous accueillons aujourd'hui à notre Conseil national élargi du SNEP FSU Eric Stalen, représentant de la FSU au Conseil d'orientation des retraites. Alors Eric, on t'accueille dans cette instance pour te poser trois questions, puisque la ministre a fait ses annonces sur la réforme des retraites le 10 janvier, donc trois questions pour toi Eric. La première, c'est peux-tu nous présenter l'essentiel des annonces de la Première ministre? Deuxième question, cette réforme est-elle justifiée d'une façon ou d'une autre? Et puis, troisième question, c'est peux-tu nous présenter ce que nous revendiquons à la FSU pour les retraites, et notamment les moyens de les financer? Eh bien écoute, je te laisse la parole. Merci à vous, très content de vous retrouver ici. C'est plus près du SNES, c'est plus facile. Quand on est en retard, c'est cool. Donc on a eu mardi. Alors on vient d'avoir, c'est un peu la raison de mon retard, mais vous me pardonnerez de ne pas l'avoir étudié et je ne l'étudierai pas tout seul. On vient d'avoir le projet de loi transmis au Conseil d'État. Et c'est bien un projet de loi de financement rectificatif 2023. Donc, je le dis tout de suite, on le disait auparavant, c'est pas une réforme des retraites. Vous allez dire, qu'est-ce que tu nous racontes là? C'est pas une réforme de retraite, parce que si c'était une réforme des retraites, on travaillerait avec tous les enjeux, certes financiers, on va voir, c'est ce qu'a retenu le gouvernement uniquement, mais tous les enjeux autour de la retraite. Qu'est-ce que c'est que la retraite? Qu'est-ce que c'est que le traitement continué pour les fonctionnaires? Qu'est-ce que c'est que le salaire socialisé? Qu'est-ce que c'est que la période de retraite après une vie de labeur? Et on ne va pas s'intéresser uniquement aux fonctionnaires, même si, vous allez voir, je vais vous donner des éléments chiffrés. Donc en fait, c'est pas une réforme de retraite au sens on veut travailler. Et travailler quoi? Justement, il y a des choses à travailler. Travailler et revenir sur les dégradations des réformes antérieures. Donc c'est bien un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. Donc vous imaginez, il vient de sortir le projet de loi de financement de la sécurité sociale fin décembre, et il y en a déjà un nouveau. Alors je ne l'ai pas lu, hein, je viens de l'imprimer, c'est pour ça que je voulais vraiment parce qu'il y a 70 pages, 80 pages. Et donc dedans, il y a un petit article sur la retraite, par exemple, progressive pour les fonctionnaires. Mais il n'y a pas le mode de calcul, j'ai eu le temps de jeter un œil, donc on va étudier ça dans le week-end avec d'autres. Hein. Ça, c'est donc ce qui est transmis au Conseil d'État. Donc ce qui nous intéresse aussi, avant la présentation en Conseil des ministres le lundi 23, il y aura eu la grosse mobilisation du jeudi 19. Donc ça, on est tous d'accord pour réussir cette journée du jeudi 19 janvier. Avant la présentation au Conseil des ministres, il y a forcément le projet de loi transmis pour avis au Conseil d'État, mais il y a surtout l'étude d'impact. Vous vous rappelez qu'en 2019, au moment de la retraite, le projet de loi de financement du système universel, l'étude d'impact avait été abracadabrantesque, c'est-à-dire que ça avait été super mal chiffré. Donc il y a des choses, on va voir comment c'est présenté. Alors, tu me demandes de détailler les annonces de la Première ministre. Moi, je regarderai deux choses. Le décalage de 62 à 64 qui est effectif dès la génération 1968. C'est-à-dire quand on est né en 1968, on ne peut pas partir autrement qu'à 64 ans et plus. Et quand on est né en 1965, on est obligé d'avoir 43 ans de cotisation pour avoir une retraite à taux plein. Donc il y a 1965, 1968, mais moi je ne retiens pas ça, je retiens 64 ans, 43 ans. Alors les 43 ans, c'est pas nouveau, puisque malheureusement c'est l'accélération de la réforme Touraine qui est reprise sans aucune retenue par les députés, les républicains. Donc c'est-à-dire, c'est une mesure d'un gouvernement socialiste qui est repris sans aucune retenue par les républicains. On n'est pas surpris. Je vous donne une petite anecdote. Moi, quand j'avais été en 2013, puisque la loi est de 2014, donc, à l'été 2013, avec Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU,
qui m'avait demandé de remplacer Anne Ferré, parce que c'est Anne Ferré qui suit le dossier de retraite. Les camarades plus âgés connaissent bien Anne Ferré. J'étais allé dans le bureau avec Bernard Groison de Marisol Touraine, et je lui dis, il y a un petit problème, votre 43 ans. Nos collègues enseignants, masterisation, c'est hyper important la qualification. S'ils sont recrutés à 23 ans, 23 plus 43, ça fait 66. Et du tac au tac, elle m'avait répondu, mais enfin, donc moi j'étais le petit jeune, là, enfin c'était il y a 10 ans, mais j'étais le plus jeune dans la délègue. Elle me dit, mais enfin, vous n'avez pas fait le petit boulot. Autrement dit, elle avait parfaitement intégré que les 43 ans, mon petit monsieur, il ne fallait pas compter 43 ans de service public. Mais c'était 43 ans, tout compris, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle la durée d'assurance, 43 ans c'est tout régime. Ce qui diminue d'autant, quand vous avez travaillé que 40 ans dans la fonction publique, ce qui diminue d'autant votre pension. Mais si vous n'avez travaillé que dans la fonction publique, parce que c'est pas facile, bien évidemment, d'entrer dans la précarité, aussi bien en tant que contractuel que de faire, bon, faire du petit boulot l'été, bien évidemment, on en fait, mais on en a fait. Mais tous les petits boulots ne déclenchaient pas un trimestre de durée de cotisation. Il fallait à l'époque cotiser 200 fois le SMIC horaire pour avoir un trimestre. Vous pouviez travailler un mois et cotiser, avoir un trimestre en ayant travaillé un mois, mais en ayant gagné 200 fois le SMIC horaire. Le seul crédit à donner au gouvernement Hollande, parce qu'il faut le dire, puisque c'est exact, et ça les a emmerdés par la suite, c'est que Hollande a fait passer ce fameux seuil de 200 fois SMIC horaire à 150 fois le SMIC horaire. Donc il était plus facile de déclencher un trimestre de durée de cotisation dans le privé, puisque la rémunération afférente était de 150 au lieu de 200. Voilà, je donne un petit... Bon, donc le 43 ans, il est avant aujourd'hui. Mais sauf qu'il est déjà... Donc, la différence avec 2014, c'est que 2014, au niveau mobilisation, alors ça, faut pas que ça se tourne tout de suite sur les... En 2014, on est d'accord que la mobilisation a été un peu rapide. C'est-à-dire que les collègues, les salariés ont vu un 43 ans tardif, puisque ça s'intéressait à la génération 73, et en 2014, la génération 73, mathématiquement, elle avait 41 ans. Là, ça concerne tout le monde, puisque je vous ai dit que c'était un projet de société. La retraite, c'est un projet de... ça se discute avec l'ensemble de la population. Là, les collègues sont tout de suite touchés. Donc il y a une volonté manifeste du président Macron de faire plaisir aux autorités européennes, à montrer que lui, il est capable de réformer et qu'il est capable de donner des gages à Bruxelles. Alors, c'est complètement... c'est un jeu à celui qui est le plus costaud, qui veut se la faire. Parce que, en fait, je vais vous montrer que le déficit annoncé, il est totalement maîtrisable, il est totalement limité. Pourquoi il est limité? Parce que il faut que vous ayez tous à l'esprit que quand on parle de solde du système de retraite, par définition, on parle de recettes et de dépenses. Et qu'est-ce qui est facilement évaluable? Les dépenses. Parce que les dépenses, c'est ce qu'on va servir. Donc les dépenses, ça va être quel pourcentage veut-on consacrer, quel pourcentage des richesses veut-on consacrer aux pensions de retraite. Actuellement, c'est 13,8% du produit intérieur brut. Et pourquoi c'est facile à décrire, à calculer et à estimer? Parce que c'est ce qu'on va servir aux futurs pensionnés. Et comment on sait ce qu'on va servir aux futurs pensionnés? On a leur carrière. Alors, bien évidemment, c'est des simulations. On ne regarde pas Pierre-Paul Jacques, et puis on n'a pas dans une base, ils n'ont pas le secrétariat général du corps, ni les ministères, n'ont pas dans leur base, si, ils ont dans leur base revenus, mais ils n'ont pas Pierre-Paul, ils n'additionnent pas, ils ont les technos, les polytechniciens savent faire proprement, écoutez bien ce que je dis, savent faire proprement l'estimation des dépenses. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas faire proprement? Et ils le reconnaissent. Et le corps le dit. Et vous savez que le corps, il y a les organisations syndicales. Si on valide les rapports du corps, nous en tant qu'organisation syndicale, c'est que tout le monde a bien compris que
je représente la FSU au corps, il n'y a qu'un siège pour la FSU au Conseil d'orientation des retraites. Il y a 2 sièges pour la CGT, il y a 2 sièges pour la CFDT, 1 pour l'UNSA, il n'y a pas Solidaire parce que Solidaire n'a pas voulu y rentrer en 2000, il y a 2 sièges pour FO, il y a des syndicats de tout, il y a le patronat bien sûr, il y a des députés, sénateurs, bon. Mais on ne validerait pas si c'était un organisme de concertation. C'est pas de la concertation, d'accord. On y travaille différents sujets et pas uniquement des sujets financiers. On retient que le sujet, le rapport du corps du mois de juin, là c'était en septembre parce que, pourquoi c'était en septembre? C'est que le gouvernement a été incapable, le nouveau gouvernement a été incapable de transmettre au secrétariat général du corps son programme de stabilité, c'est-à-dire 2022-2027, comment il voyait les choses. Vous savez qu'il triche puisqu'il pense pendant le quinquennat 2022-2027, il n'y aura que 4,5% de chômage. Le corps, qui est un organisme qui travaille sur le long terme, prend 7% de chômage à partir de 2032. Ça a toujours été le cas. On est sur le scénario, il y a 4 scénarios de croissance au corps, 0,7, 1, 1,3 et 1,6. Et il y a 4 scénarios de chômage, 4,5, 7 et 10. Le scénario central, c'est avec 7%. Et donc, il y a un raccordement 2027-2032 pour arriver à 7% de chômage, pour continuer dans les 7% de chômage. Donc, le corps est obligé d'attendre le programme de stabilité, et il a donné, donc il y a eu un rapport au mois de septembre au lieu du mois de juin. Et je vais tout de suite vous donner une... Donc, je ne vais pas commenter le rapport du corps, parce que ça fait 4 mois. Là, ce qui est fabuleux, c'est que le rapport du corps est sorti en septembre 2022. Les journalistes l'ont commenté. Et là, veulent le recommenter. C'est-à-dire qu'on veut remettre 4 mois après le fait qu'il n'y a pas de problème. Et donc, comme il y en a un, selon le gouvernement, et vous avez entendu l'autre jour, sur France Inter, il y en a qui écoutent France Inter, moi j'écoute France Inter de temps en temps, et suivant l'invité sur les retraites, à 8h20, c'est intéressant. Et l'autre, la dame, Madame Salamé, parce que comme c'est filmé, je suis très respectueux des dames et des messieurs, et dit, on les invite, ils viennent pas le corps. Donc c'est pas nous, hein, ils viennent pas, mais ils diraient pas autre chose que ce qui est écrit. Il n'y a pas de déficit caché, il y a non maîtrisable. Alors oui, vous voyez, comme quoi, tu vois, j'ai pas de... Là, j'ai devant moi, c'est des chiffres que je vais vous donner, malheureusement, sur... ça, c'est à la fin de mon intervention, des chiffres sur ce que ça donne là, pour les fonctionnaires. La pension fonction publique. J'ai aucun autre... Hein, tu certifies, tu attestes, toi. Donc, j'ai pas d'intervention construite, je savais pas que c'était filmé, tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Non, mais j'ai digressé pour vous dire... Dépenses. Dépenses facilement, 13,8% du PIB. Mais qu'est-ce qui est difficile à estimer? Pourquoi tout de suite Bruno Le Maire? Alors vous avez vu, mardi, il y avait Bruno Le Maire, ça c'est la caution LR, totalement LR, parce qu'Olivier Dussopt, il ne peut pas faire LR tout de suite. Parce que rappelez-vous qu'il est élu 2017, Parti Socialiste. Hein. C'est seulement en novembre qu'il se dit, quelques mois après, ça serait bien que je sois ministre des comptes publics avec Édouard Philippe. Et c'est qui l'autre? Stanislas Guérini, voilà, le ministre des comptes publics. Alors. Donc Bruno Le Maire, caution exigeante, déficit de 10 milliards, et si vous regardez l'intervention, c'est un fait incontestable. Donc qu'est-ce que ça veut dire être incontestable? Ça veut dire que ce qui est incontestable, c'est ce qui va se passer dans 10 ans. Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ce qui est tout de suite observé, c'est page 93, comme ça c'est filmé, il y en a qui iront voir. Page 93 du rapport du corps, c'est le solde observé actuellement. Le corps fait un truc magique, il fait le solde observé. Donc vous regarderez, donc compte certifié de la sécurité sociale. Solde observé, on a le droit. C'est ce qu'on a observé. Qu'est-ce qu'on a eu comme cotisation en 2019? Qu'est-ce qu'on a eu comme dépense en 2019? Eh bien, en 2019, contrairement à ce qu'affirmait Édouard Philippe, qui avait demandé un autre rapport du corps entre juin et novembre, là, en 2019, on l'avait eu en juin. Il avait osé demander un autre rapport du corps en novembre sur des projections de court terme. Vous imaginez la perversité de la chose? Il demandait au corps des projections de court terme, alors que le corps, son ambition et sa lettre de mission, c'est de travailler sur le long terme. Donc il demandait des objectifs de court terme à un truc
un truc, on ne va pas appeler le corps un truc, au Conseil d'orientation des retraites qui travaille sur le long terme. Et donc, Édouard Philippe parlait de déficit en 2019, vous regarderez, on peut retrouver. Le solde observé, c'est 0% du PIB. Page 93 du corps, vous avez le solde du système observé du retraite entre 2000 et 2021. Pourquoi 2021? Parce que le rapport du corps, c'était septembre 22. Donc on avait les comptes certifiés de la sécurité sociale en décembre 21. Ça oscille entre 0,4 positif du PIB et moins 0,7. Et je vous dis juste, tout de suite, les dépenses de retraite, c'est 13,8% du PIB, c'est 346 milliards d'euros. Le chiffre à retenir, c'est tout de suite 13,8% du PIB, c'est 346 milliards d'euros. Donc, 0,13% du PIB, c'est donc 3 milliards d'euros. Ça, 0,13%, parce que 13,8, 0,138, bon. Ça a oscillé, je vous ai dit, entre plus 0,4, moins 0,7. Donc regardez ce que ça fait. Sur ce qui vient de s'écouler. Ah ouais, mais tu vas dire, on peut m'objecter, il y aura de plus en plus de retraités, parce que c'est ce qu'on entend. Et donc il y a plus de retraités, les dépenses vont augmenter. Ouais. Mais les retraites qu'on va servir aux futurs retraités, qu'est-ce qu'il dit le corps? Et il le dit très bien. Paupérisation des retraités. Donc dans les dépenses, je vous parle pas des, j'ai toujours pas parlé des recettes, hein, vous avez vu. Dans les dépenses, le corps il dit paupérisation des retraités. Là, j'ai pas le numéro de la page. Les retraités vont avoir un niveau de vie comparable. Ils vont décrocher par rapport aux actifs, normal parce que les salaires des actifs progressent moins vite que l'inflation. Sur une longue période, hein, on ne va pas parler du fonctionnaire, on en parle après. Hein, mais ils vont retrouver le niveau des années 70-80. Donc, la paupérisation des retraités est programmée pas sur ce rapport du corps-là, suite aux différentes réformes. Parce que quand vous aviez déjà, je vous ai parlé de Marisol Touraine, mais donc le corps, depuis 2014, qu'est-ce qu'il fait dans ses projections de dépenses de retraite? Il sait que la génération 73, donc qui partira en 2033, 2035 à l'époque, elle partira avec des pensions diminuées. Puisque les jeunes sont rentrés sur le marché du travail bien plus tardivement que les plus jeunes, les plus vieux, je veux dire, les aînés. Et donc le corps a déjà chiffré paupérisation des retraités. Donc effectivement, il y aura plus de retraités à servir. Mais comment on va leur servir les pensions? Plus faibles? Il n'y a pas de règle de 3, c'est pas vrai. C'est pas une règle de 3. Parce que ça serait trop simple, il n'y aurait pas besoin de faire les technos qui travaillent là-dessus. Il y a d'autres paramètres, il y a plusieurs multifactoriels. Mais en ordre de grandeur, on comprend bien que si les pensions, il faut regarder ce que ça donne, il y a plus de retraités, certes, mais avec des pensions moindres, il faut regarder quelle hauteur les pensions sont moindres. Le corps, il l'a chiffré. On va retrouver la paupérisation des retraites. Donc quel est le problème dans le déficit annoncé par Bruno Le Maire? C'est qu'on a les dépenses qui sont totalement maîtrisées, mais on a un problème de recettes. Et quel est le problème de recettes? C'est difficile d'estimer les futurs salaires. Et encore plus, les salaires des fonctionnaires. Parce que, siégeant encore depuis 2017, dans les projections des rémunérations des fonctionnaires, il était écrit que les rémunérations jusqu'en 2021, les rémunérations des fonctionnaires vont malheureusement être gelées et elles augmenteront uniquement sous la forme de primes. Autrement dit, comme les pensions des fonctionnaires sont calculées sur leur traitement indiciaire, comme leur traitement indiciaire n'évolue pas, ils ont beau cotiser à hauteur de 85%, parce que vous êtes au courant qu'on cotise à hauteur de... L'État cotise pour vous à hauteur de 74,28% de votre traitement brut, et nous, on cotise à hauteur de 11,10%. Vous savez, sur votre bulletin de paye, votre retenue pour pension civile, c'est 11,10% du traitement brut. Pas sur les indemnités, on est d'accord. Hein. Les indemnités, c'est le RAFP, donc ça ne compte pas pour la retraite. Si, le RAFP, c'est 1% de votre retraite. Et hors de grandeur encore. Hein. Donc je vous disais, quand ils calculent les pensions des fonctionnaires, bien évidemment il y a le budget de l'État 74,28, vous 11,10, ça fait 85 donc, %.
le salarié du privé cotise à hauteur de 28%, tout compris. Hein. C'est pas qu'il y en a un qui a des pensions plus grosses que l'autre, hein, on a compris, parce que le fonctionnaire a 85, c'est que le fonctionnaire, dans sa cotisation de 74 que l'État paye pour vous, il y a tout dedans. Il y a la réversion, les bonifications pour enfants, les bonifications pour outre-mer. Il y a le fait que les militaires partent plutôt à la retraite et il faut budgétiser ça. Donc ça n'a jamais posé de problème depuis 1853. Le code des pensions, il n'y a pas de caisse de retraite depuis 1853. Il y a une subvention d'équilibre, ça s'appelle le CAS pension, compte d'affectation spéciale pension dans le budget de l'État. Il n'y a aucun souci de problème d'afficher tout le gouvernement même depuis la LOLF. Depuis la LOLF, ça s'appelle le CAS pension depuis 2001. Donc il n'y a pas de problème. Mais il y a moins donc effectivement de recettes parce qu'il est prévu et c'était affirmé haut et fort. Le point d'indice n'augmentera pas. Et réellement, il n'a pas augmenté hein, depuis que je suis au corps. Eh bien, il a augmenté en 2022. Donc, entre le rapport du corps 2021 et 2022, le président du corps a l'honnêteté de dire nos projections diffèrent, puisqu'on avait, entre 2021 et 2022, dans les recettes, hein, je vous dis bien, vous êtes d'accord, dans les recettes estimées, on s'est trompé, parce qu'on n'aurait jamais cru que madame la ministre, candidate députée battue, Amélie de Montchalin, ait réellement voulu augmenter le point d'indice de 3,5. Rappelez-vous qu'il était hors de question d'augmenter, en janvier dernier, janvier 2022, il était hors de question d'augmenter le point d'indice. Rappelez-vous le discours ministériel, il y avait déjà de l'inflation, mais c'était qu'est-ce que c'est que ces mesures uniformes? Ok, point d'indice, on pourrait peut-être faire 3 points d'indice différents suivant la fonction publique auquel vous appartenez, à laquelle vous appartenez. On différera bien l'hospitalière, il y a eu des problèmes à l'hôpital, on serait tenté d'augmenter davantage le point d'indice à l'hospitalière. Donc le corps remodifie ses projections parce que là il a un point d'indice qui a augmenté 3,5, donc il corrige le tir, puis il réécrit quoi? Qu'il n'augmentera plus dans les années à venir. Et que la rémunération des fonctionnaires, elle aura l'incidence sur la rémunération des fonctionnaires, ça sera les primes. Et bien ça tombe bien, c'est effectivement ce qui est prévu. Avec le pacte de Pape et Ndiaye. Et c'était pareil avec Blanquer. Vous avez bien compris que la prime Grenelle, qui a été donnée aux collègues d'abord de l'échelon 2 à 7, puis après jusqu'au 9, c'était pas des points d'indice qui comptent pour la retraite. Donc, je fais toutes les questions en même temps. Oui, t'enchaînes. Hein. Et bien toutes les questions en même temps, tout le monde a compris que si on dit un déficit de 10 milliards en 2027, 13 milliards en 2030, donc en plus, est-ce que c'est certain? Je vous ai montré qu'il faudra regarder dans 10 ans le solde observé. Il y a un paramètre qui peut jouer, ce sont les cotisations. Et je ne vais pas vous donner le montant, parce que il faut qu'il y ait un échange dans la salle, et de quel montant il faudrait. Alors, dire tu bottes en touche? Non, je vais vous montrer pourquoi je ne botte pas en touche. Vous avez eu pendant 10 ans, tous les mois de janvier, une paye qui diminuait. Parce que votre retenue pour pension, vous fonctionnaire, moi fonctionnaire, elle est passée en 2010 de 7,85 de votre traitement brut à actuellement 11,10. Elle a donc augmenté votre retenue pour pension de 7,85% à 11,10, c'est-à-dire 41% en l'espace de 10 ans. Alors, ce n'est pas nous, fonctionnaires, qu'allons faire, qui allons en rabattre sur le fait qu'on ne pourrait pas augmenter de cotisation. Alors tu vas dire, c'est une drôle de manière de la FSU d'être pour la baisse en fait des salaires, parce que tous les mois de janvier, c'est pas la revendication de la FSU, la baisse des salaires. La revendication de la FSU, c'est que le point d'indice suive à minima l'augmentation, l'inflation est l'une, donc on est déjà très loin. Une fois qu'on aura l'augmentation du point d'indice avec le machin, s'il a retenu pour pension, alors c'est filmé, donc j'assume simplement, parce qu'ils veulent pas l'entendre. On leur a dit, ça a posé de problème à personne pendant 10 ans que les fonctionnaires
Bon, donc, bien évidemment, tout le monde a compris que l'augmentation des cotisations, c'est à la fois, on va pas parler de la cotisation de chez nous, c'est pas une cotisation, puisque c'est une subvention équilibrée. Au niveau des entreprises, il faut jouer aussi sur la cotisation patronale, sur la cotisation salariée, et on va pas... Des économistes, et Michael Zemmour nous a donné les ordres de grandeur, on les partage, ce n'est pas... On a fait on ne va pas parler de négociation, il n'y a pas une négociation avec Benoît Test et d'autres camarades de la FSU, il y a eu Sébastien Burkhardt chez vous, qui faisait partie des négociations, des conversations avec le ministre du SOP. On a évoqué le paramètre cotisation. On a évoqué ce que je viens de vous dire. Et ça, c'est niette. Et Elisabeth Borne, dans son discours du 10 janvier, il fallait que vous l'écoutiez jusqu'au bout. Elle a dit qu'il y avait une augmentation de un basculement de 0,1 point. Écoutez bien, vous allez tout de suite faire la règle de 3, là elle existe, c'est pour ça que je ne vous ai pas donné nos chiffres. Elisabeth Borne a dit, il y aura une augmentation, on jouera sur le paramètre cotisation. On était en train de regarder ça avec Benoît Test à la FSU. Là, c'était la grosse surprise. On nous avait dit qu'on ne toucherait pas cotisation. Et c'est Bruno Le Maire qui a donné le montant. Comme il y a un déficit de 13 milliards et qu'ils doivent ils font quelques mesures qui leur coûtent un peu de sous. Alors, c'est quoi? C'est les carrières super longues. Vous avez vu, c'est dans le dossier de presse. Je peux donner les chiffres. Donc, comme ils font quelques mesures qui leur coûtent un peu de sous et qu'il y a 10 milliards de déficit et que ça leur coûte un peu de sous, ils font un basculement, elle a dit, de la cotisation assurance maladie. Non, c'est ATMP. Accident du travail, maladie professionnelle, ATMP, excusez-moi, parce que j'ai aucune note là. Donc, elle dit il y a 0,1 point de la cotisation accident du travail, maladie professionnelle qui va basculer en cotisation VS. Et elle a donné le montant. Mais c'est Bruno Le Maire qui l'a donné. Il y a donc un déficit de 13 milliards. Et ça, ce basculement, c'est 800 millions d'euros. Donc, elle joue sur les cotisations à hauteur de 800 millions d'euros. Et elle joue sur rien du tout, parce qu'elle ne demande rien aux entreprises. Elle demande un basculement sur le bulletin de paye pas des collègues, des salariés, sur les patrons. Donc, le paramètre cotisation qu'elle annonçait, on se disait, tiens, elle joue sur la cotisation, François Bayrou est passé par là. Vous avez vu François Bayrou demander 1 point, lui. Ben oui, regardez, 0,1 point, 800 millions. François Bayrou demandait 1 point, 8 milliards. Donc, soyons clairs, la messe est dite, il n'y a pas péril en la demeure, mais donc il va falloir qu'on se batte. Et donc la FSU, vous savez, est partie prenante du collectif Nos Retraites, avec des économistes, avec... Ah, ça passe aussi, hein, CGT et Solidaire. Non, mais je veux dire, les autres, ils ne sont pas. On travaille sur le financement par les cotisations. C'est le repère, c'est la boussole de la FSU et de d'autres. Et d'autres, bien sûr. Ça, c'est clair. Et bien évidemment, il faut... le titre, j'ai rédigé un article pour le SNES et ça peut servir, c'est nourrir le catastrophisme. Le discours du gouvernement, c'est nourrir le catastrophisme. Et donc, c'est pas une réforme des retraites, c'est baisser les pensions encore plus, et je vous donne des chiffres. Il faut que je remette mon mot de passe. Alors, certains veulent sûrement que je parle de la retraite progressive, j'en parle juste après. Les chiffres, j'ai fait quelques petites simulations, je les ai fait vérifier à l'intérieur de la FSU. Notre camarade Sébastien Burkhardt a le tableau, d'autres l'ont dans la FSU. Dès que c'est validé, on diffuse ça. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, en 2003, donc avant la réforme de 2003, donc quelqu'un qui cotisait depuis là, je vais prendre 25 ans, comme ça on va se... Parce que le niveau de qualification augmente. Quelqu'un qui avait cotisé chez les fonctionnaires, hein, on ne fait pas Marisol Touraine, petit boulot avant, hein, on regarde que la pension du fonctionnaire. Quelqu'un qui avait cotisé depuis l'âge de 25 ans, il pouvait partir en 2003 à 60 ans, il avait donc cotisé 35 ans, ça vous va?
il avait 70% de son dernier traitement brut des 6 derniers mois. Ce même, pas ce même collègue, parce on est actuellement en 2022, avant la réforme, mais qui ne va pas avoir lieu, puisqu'on va se mobiliser à 2000%. Ce même collègue, il ne peut pas partir avant 62 ans. Il est né en 1959. Pardon, il est né en 1961. Puisqu'il part à 62 ans. Ça vous va? Il a commencé à cotiser à 25 ans. En 2003, il avait 70%. Là, il est né en 1961. Il a seulement cotisé à partir de 25 ans. Il part avec 49,6% de son dernier salaire. C'est avant la réforme. Mais bon, donc comme il voit ça, et le corps l'a très bien montré, vous avez vu que l'âge, mécaniquement, les collègues diffèrent leur départ. Enfin, pardon, excusez-moi, pas les collègues, parce qu'il n'y a pas d'études que sur l'âge moyen de départ à la retraite, c'est prévu à 63,9 ans en 2040. Bon, donc mécaniquement, les gens avaient prévu, le corps le dit, les gens ont prévu de décaler. Bon. Donc là, c'est quelqu'un qui arbitre et qui dit à 62 ans, je pars, j'ai que 49,6, mais grâce à la FSU, grâce au SNEP, grâce à PPCR, je suis déjà au dernier échelon de la classe X, et il n'y a plus d'échelon spécial, tout est intégré, et ça me fait 50... Bon, ok. Donc, vous avez compris que pension et carrière vont être liées. On en discute après, je fais un topo sur les pensions, mais vous avez compris que l'article, vous le verrez, que j'ai... On ne se bat pas sur les retraites, le 19. On se bat sur les retraites, sur le statut et sur les salaires. Parce que c'est un traitement continué qu'on a. Bon. Et donc, le collègue que je vous ai dit, qui est né en 61, il se dit, ah, mais là, 49,6, ça ne le fait pas. Donc, je fais 2 ans de plus. Donc, il se finance 2 ans de plus, pas de temps partiel, tout ça. Il n'y arrive pas, il est épuisé. Et quand il est prof de PS, il ne peut pas. Il est obligé de te filmer comme moi et de montrer les exercices. Ça, sinon, vous ne pouvez pas le faire. Sébastien l'a très bien dit. Il l'a dit au directeur de cabinet de Sébastien Borca, votre camarade secrétaire national, a dit au directeur de cabinet Paul Penny, directeur de cabinet du ministre de la fonction publique, il a décrit les fins de carrière des profs de PS. Donc, vous avez, ça c'est sûr, j'étais à cette audience avec Benoît. Donc, le prof de PS ou la prof de PS se démerde et part à 64 ans actuellement. En fauteuil roulant. Mais là, le prof de PS et tout fonctionnaire, il a 60,5%. Donc il a fait 2 ans de plus, vous voyez, il a 11 points de plus. Alors c'est bon, il a fait 2 ans de plus, heureusement qu'en faisant 2 ans de plus... Donc il imite un peu là. Eh ben, le chiffre qui fait... Le chiffre, c'est pas celui-là. Le chiffre, c'est la génération 68 qui est plein pot partout. 57,8 à 64 ans. C'est-à-dire que il va falloir, depuis 2 jours, depuis le 10 janvier, il va falloir que dans les têtes de tout le monde, que le cirque qui est organisé au fait autour de... Le gouvernement dit, on dit aux gens de partir avec 2 ans, parce que c'est ça, il faut que vous disiez, moi, nous on a entendu ça, on évite aux gens de faire des conneries. Parce qu'il partait trop tôt, 62 ans, le prof de PS, il partait 49,6, c'est un peu con. Nous on lui dit, tu partiras pas avant, et tu auras plus. Bah oui, tu fais 2 ans de plus, tu as quand même un peu plus. Et ben, dans la réforme Borne, tu as moins qu'actuellement, puisque la réforme Borne pour la future, c'est à la fois 43 ans de cotisation et 64. Tout de suite, le collègue dont je vous parle, le prof de PS qui a 64 ans, il est donc né en 59. 59 et 64, il a 60,5. Et à 64 ans, réforme Borne, il a 57,8. Alors vous allez me dire, 60,5, 57,8, c'est presque pareil, mais c'est moins. Donc c'est moins, pas de beaucoup, mais c'est moins. Donc ça veut dire que cette réforme, c'est encore pour faire des économies. Donc toutes les mesures où ils disent on va faire la réforme, la retraite progressive, qui coûterait, ils savent pas ce qu'ils vont faire sur la retraite progressive. Je vais y venir dans quelques instants. Toutes les mesures, regardez le dossier de presse où ils détaillent les mesures qui vont leur coûter. Ils parlent du déficit du corps. Ils disent qu'ils vont faire des mesures qui vont leur coûter, pas beaucoup,
Mais là, il y a un mensonge. La paupérisation des retraités était déjà prévue par le corps. Et là, exemple concret. Donc, ça va être quoi le slogan? Je ne sais pas, comme c'est pas moi, mais il faut qu'on soit tous pareils. Moi, j'ai proposé à mes camarades, en 20 ans, 4 ans de travail en plus, puisqu'on part à 64 ans, 4 ans de travail en plus pour une pension amputée de 17,5%. Le fameux passage de 70% de son dernier traitement brut à 57,8%. C'est-à-dire qu'en l'espace de 20 ans, c'est moins d'une génération, nos collègues fonctionnaires ont vu leur pension amputée, alors, et leur taux de pension, parce que je ne vous ai pas fait le montant du dernier indice. Et vous allez dire, tu nous dis qu'il faut mêler tout. Ouais, si je vous fais, on reste pas là ensemble 1 heure, vous n'aurez pas d'apéro et tout ça. Donc, 4 ans de plus, donc le travailler plus pour gagner plus, démonter en quelques coups de calculatrice. Voilà, donc je finis. Donc grave attaque contre les statuts, contre la retraite. Et la retraite progressive, vous avez vu, c'est pas la CPA qu'on a demandé. Nous, on a demandé une véritable CPA, cessation progressive d'activité, c'est-à-dire qu'on refuse le passage de 62-64 ans. Alors, donc tu es pour la retraite à 60 ans. Oui, mais c'est pas le développement de ce soir. L'idée, c'était, on retrouve une CPA 5 ans avant le départ de l'âge légal. On a redemandé ça avec 100%, travail à mi-temps, rémunération à 80%, 100% de droit à la retraite. Et on a dit très clairement que sur ces 5 ans avant, l'agent pourrait choisir d'en prendre 3 sur 5. C'est pas qu'on peut demander 5 sur 5. Hein. Les 5 ans en CPA, finir CPA, parce qu'attention, là, dès que vous dites ça, ils considèrent que ça s'appelle, donc on est obligé de les faire corriger, ils appellent ça des pré-retraites. On ne veut plus de pré-retraite à la fonction publique. Donc vous voyez, il y a le vocable. Macron ne veut plus entendre parler du mot pénibilité, parce que le travail, c'est pas pénible pour le président Macron. Et pour la fonction publique, pour le ministre de la fonction publique, la CPA, c'est de la pré-retraite. Et l'argument choc, quand on a évoqué la CPA, on nous a dit, ben, vous rigolez, on n'a pas... Elle a été supprimée il y a 10 ans par la droite, c'est quand même pas nous qui allons la remettre. Donc, ce qui est prévu, avec un exemple dans le dossier de presse, que je ne sais pas, c'est une fille ou un gars, il y a un exemple, c'est une fille ou un gars, j'ai pas retenu le prénom de la fille, qui va pouvoir prendre sa retraite progressive au 1er septembre 23. Qu'est-ce que c'est la retraite progressive pour eux? Ça n'a jamais existé dans la fonction publique. Pourquoi? Parce que dans la fonction publique, quand vous partez à la retraite, vous êtes radié des cadres, vous ne pouvez pas même en même temps acquérir des droits à pension du fonctionnaire. Vous pouvez faire un autre boulot, et d'ailleurs si vous faites un autre boulot, vous ne pouvez pas acquérir des droits à pension, même pour le régime général, hein, on est d'accord. Donc là, on nous a répondu, on leur a dit, il y a un petit problème, votre truc retraite progressive, le plus simple c'est faire la CPA. Je vous ai répondu, ils n'en veulent pas. Non, vous doutez de l'ingénierie administrative de notre ministère. Vous doutez, c'est-à-dire qu'ils vont être capables, selon eux, non, donc à 62 ans, ils vont vous octroyer une retraite progressive, vous allez le payer à mi-temps, puisque vous avez travaillé à mi-temps, moi, et on va vous donner une partie de votre pension. Ouais, ok, alors comment calculer? Ah, ça, je sais pas. Sur quel indice? Ah bah celui que vous détenez actuellement, ok, bon. Est-ce qu'on pourra prendre la promotion si on a une promotion entre 62 et 64? Ah oui, pas de problème. Comment on fera à 64 ans? Qu'est-ce qu'on fait? On recalculera votre pension. C'est bien. Ça, c'est dans les faits, c'est pas mal. Ça, on a l'impression que ça tient la route. Mais l'ingénierie administrative. Et donc, il y a machine dans le dossier de presse qui va pouvoir prendre sa retraite progressive, mais malheureusement, on aurait pu dire, comme on l'a fait à la FSU. Machine qui est née en telle année, qui avait travaillé telle année, elle aura ça pendant sa retraite progressive. Mais ça, c'est marrant, c'est pas chiffré. C'est le même topo que pour les fonctionnaires en 2019. On n'a jamais eu aucune simulation. Qui c'est qui avait fait les simulations? C'est la FSU, la retraite à point la retraite en moins, et on avait des montants, et on avait vu qu'on y perdait, et un jour, en novembre 2000,
19, sur France Info, il y a Jean-Paul Devoix qui a dit « On a un problème avec les profs ». Il l'avait dit. En direct, c'était magique. Ce qu'on disait depuis 2-3 mois, ok, ça n'a pas empêché de voir Philippe de présenter le projet de loi, puis vous connaissez la suite. Mais on retrouve, l'objectif, c'est de taper sur les fonctionnaires, sur les fonctionnaires avec ces chiffres-là, mais taper sur l'ensemble de la population, parce que bien évidemment, je n'ai pas parlé des salariés, on ne peut pas tout faire, là, on est entre nous, au sens, on est au SNEP, on travaille, mais je vous donne des éléments chiffrés, malheureusement, tout le monde va morfler sur le départ à 64 ans, toutes catégories confondues, personne n'est à l'abri, et ce qu'on entend actuellement, la petite musique BFM, les cadres de toute façon avaient prévu, ben non mais les cadres ils n'ont pas fait ils sont convaincus de, non, ils regarderont, ils seront perdants comme tout le monde, voilà. Donc j'arrête là la petite présentation, je veux bien répondre à vos questions. Bah oui, on a un petit quart d'heure là. J'espère que j'ai été suffisamment clair pour... Mais le projet de loi, on l'a depuis une petite heure. Non mais merci à vous. Mais il n'y a aucun truc à gratter là. Les carrières super longues, non. Et vous avez... Moi j'ai écouté juste ce matin à la télé, dans un café BFM TV. Non ouais, mais il y a Apolline de Malherbe qui a dit à Attal, mais je comprends pas. Elle l'a quand même secoué, regardez-le, ça dure une petite minute. Je comprends pas, il y a un biais dans votre truc là. Madame Borne, elle a dit que on ne touchait pas aux 43 ans. Elle dit oui. Ben ouais, mais ceux qui ont 20 ans, comme ils vont partir à 64 ans, ça fait 44. Moi, je fais juste une soustraction, elle lui dit. Et il répond, vous avez raison, tout le monde doit partir à 64 ans. Elle a dit, ouais, mais j'ai pas compris. Elle dit, eh bien alors 44 ans. Il n'y a pas d'exception, c'est 64 ans. Ceux qui ont une exception, c'est... Et donc, elle répond pas. Il répond pas aux 44 ans. Donc, vous voyez, il y a encore... Enfin, il y a des biais, on s'en doute. Il y a un objectif, le matraquage et l'affichage qu'en France, on va partir comme tout le monde. Je vous dis juste un truc. Vous répondrez à des collègues qui sont dans les salles... J'espère qu'il y en a peu dans vos salles des profs. À l'étranger, machin. C'est pas les mêmes modes de calcul. Vous regarderez à l'étranger s'il y a 43 ans de cotisation pour un taux plein. À l'étranger, il y a des pays où ça part plus tard que chez nous. C'est pas le même calcul de pension. Hein. Ça n'enlève rien que c'est scandaleux de partir à 67 ans, 65 ans ailleurs. Et quand on veut laver plus blanc, on regarde, on donne tous les éléments. Et ces éléments-là, ils ne sont pas donnés du pourcentage. Et donc, la FSU a posé une question centrale, c'est quel niveau de vie veut-on garantir en retraité? Et donc, vous avez la réponse, non pas de la FSU, parce que la FSU, elle veut qu'on raisonne. Alors, je vous donne la réponse de la FSU, c'est de garantir un taux de remplacement équivalent à 75% du dernier salaire, c'est-à-dire le rapport entre la première pension et le dernier salaire d'activité. Le 85% du SMIC est tout à fait légitime, on est même pour 100% du SMIC. Mais ce n'est pas du tout l'objectif du gouvernement de raisonner en taux de remplacement. Qui a compris? Toute la salle, c'est le socle, et le socle, c'est 1200 €. Vous allez entendre ça, 1200 €, regardez, ceux qui ont l'honnêteté d'entendre, les journalistes honnêtes devraient dire, on va garantir 1200 € pour une carrière complète au SMIC. Mais c'est pas ça qu'on entend. On va garantir 1200 €. Donc l'idée, c'était aussi ce qu'avait dit Emmanuel Macron à Rodez dans les grands débats. Il était convaincu à un moment donné que la pension d'un prof, c'était 1200 €. Il y avait une femme, rappelez-vous, ceux qui se souviennent de la séquence. Ben, vous voyez qu'il y en a qui touchent 1200. Oui, c'était réellement une prof des écoles qui touchait 1200, même parce qu'elle a commencé à travailler à 40 ans. Voilà, bon, donc il y avait un problème effectivement de carrière. Mais là, on dit 1200 €. Donc, vous voyez la notion de socle et de minimum. Enfin, je ne parle pas de minimum bien. 1200 €. Oui, net, c'est net. 1200 € net pour une carrière complète. Mais on ne vous dit pas au SMIC. Ah oui, 85% du SMIC, réellement, c'est 1200 €. Hein. Donc, c'est normal. Bon. Est-ce que les salaires au SMIC, à ce niveau-là, la réponse est non. Mais l'idée de minimum et de contribuer
par de la capitalisation. C'est quand même Bruno Le Maire qui a créé en mai 2019 la loi Pacte, les nouveaux dispositifs d'épargne retraite défiscalisés. Alors, il en existait d'autres, il y avait la préfond, d'accord, mais là, c'est généralisé, et on uniformise, on fait sauter les anciens dispositifs, et on uniformise. C'est bien l'idée qu'il faut se comporter en bon père de famille, c'est-à-dire faire des économies pour les entreprises et pour les assureurs. Merci Eric. Moi, non, c'est bien, non, mais... C'est parce qu'il a son temps est contraint. Hein. Non, mais moi, je suis très content des profs de PS, j'aime bien. Donc, moi, juste... Il n'est pas là, Yann Canet? Non, il me l'a dit. Parce que... Juste une petite question. Donc là, la question... Il est du 38, hein. C'est un beau département. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de justification. C'est donc une question de répartition des richesses. Ouais. Et pour le retour à la retraite à 60 ans, vite fait, même si ce n'était pas l'objet, on a tous les moyens de financer. Tu nous l'as fait. Alors, on va le faire dans un premier temps. 75%. Hein. Non, c'est la phrase. Par étapes, bien évidemment. Mais il faut se donner l'objectif. L'objectif, c'est un mandat historique. Enfin, c'est un mandat historique. C'est un mandat qu'on n'abandonne pas. Mais on est OK, puisque d'ailleurs, ils sont obligés de le retenir. Ils parlent de carrière super longue. Ils vont faire 64 moins 2, 62, mais 64 moins 4. 60 pour certains, mais il faut avoir commencé à l'âge de 16 ans. Enfin, je rentre pas dans les détails des carrières longues, parce que, malheureusement... Ah oui, alors, il faudra que j'ai plus d'une heure, et... Enfin non, c'est de ma faute, hein, j'avais qu'à arriver plus tôt, mais je pouvais pas. Là. Et puis là, j'ai cours demain, donc il faut que je prenne le train. Bien évidemment, ils viennent donner la réponse, c'est super. Ils me relancent sur comment faire 60 ans. Bah, c'est pas compliqué. Prise en compte des années d'études, du temps de scolarité, du temps de recherche d'un emploi, pour nos jeunes pas collègues, les jeunes conformes qui sont dans nos collèges, dans nos lycées, dans les établissements d'enseignement supérieur, tous les temps de recherche de stage, tous les temps en apprentissage post-études, enfin, recherche de travail, doivent être pris en compte avec des trimestres validés, un des mandats de la FSU. Alors c'est peut-être plus que celui du SNES que la FSU. Nous, on est OK pour une demande pour prise en compte, même avec une modique somme de cotisation que verserait l'étudiant. Donc, la retraite à 60 ans, avec des cotisations des temps d'études dans un pays, je connais pas, on est 5e puissance mondiale, 7e, bon, on doit se réjouir de quoi? Nous, on est profs, c'est de former une jeunesse qualifiée. Donc, les études, c'est hyper important. Donc, le temps d'études doit être pris en compte pour le temps, pour la pension du futur salarié ou du futur fonctionnaire. Lionel. Oui, bon, on a bien compris que tout le monde allait être perdant de toute façon. Qu'en est-il des femmes qui vont sûrement être encore bien plus pénalisées? Et une petite question aussi sur les mères de 3 enfants qui, parce qu'il y en a encore qui peuvent bénéficier de départ anticipé, 3 enfants et plus. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui va devenir d'elle? D'accord. Je réponds tout de suite parce que ça, c'est... Je te remercie de ta question. J'avais pas... tout le monde a bien compris que j'ai pas décliné tout. Et j'ai pas décliné ce qu'on avait dit dans les conversations, concertations. L'attaque faite aux femmes en 2003, on a cessé de le rappeler, la suppression de la bonification par enfant, des mères qui ont accouché après 2004. Ça a été répété, je l'ai répété à 2000%. Ils notent, même réponse, on était en 2010, c'était la droite qui a supprimé. En 2003, c'était la droite, en plein été. La suppression de la bonification, elle s'est faite en juillet 2003 par président de l'Assemblée nationale, Fillon, président Bernard Accoyer, Fillon, ministre des Affaires sociales, Xavier Bertrand, ministre du Travail. L'attaque faite aux femmes, elle est dévastatrice. Elle est dévastatrice et elle est dans les simulations, pas les simulations que j'ai faites. Vous avez compris, je vous ai donné des... Enfin, c'est des simulations, mais sans tenir compte... Là, c'était un homme ou une femme qui n'avait pas d'enfant, en fait. Tout le monde a compris. C'est-à-dire qu'après 2004, la dernière femme qui a accouché est née
et qui a une bonification, elle est née en 64. Je considère qu'une femme qui a pu avoir un dernier enfant à 40 ans, elle est née en 64. C'est ça mon discours devant le ministre, devant les différents ministres. Donc, toutes les femmes qui sont nées en 64, elles ne sont pas encore parties à la retraite. Est-ce que le corps prend en compte, dans ces simulations à venir, qu'elles n'ont plus la bonification? Eh bien la réponse est oui, parce que le corps, les technos du corps, ils font une réglementation constante. Et ils savent, quand ils projettent des départs en retraite d'une femme née en 73, eh ben, si c'est une femme à 2 enfants, ils considèrent qu'il y en a un. Alors, je vous donne pas, je dis des bêtises là. Je n'ai pas le chiffre exact. Il y en a un, comme elle est née en 73, elle avait 30 ans en 2003. Si elle en a 3, elle en a peut-être 2 avant 2003 et 1. Donc forcément, il y a des virgules, tout le monde a compris. Elle a pas. Hein. Et donc le corps simule ça. C'est ça aussi qui montre que les pensions des futures femmes, elles vont morfler. Mais ça, personne, ils en ont rien à signaler parce que ça n'a touché que les femmes fonctionnaires. Donc, quid des femmes fonctionnaires? Et c'est mon propos du début de mon intervention, ce n'est pas une réforme des retraites, parce que si c'était une réforme des retraites, on corrigerait cette injustice faite aux femmes en 2003. Donc, ce n'est pas une réforme des retraites, ça ne tient pas compte de la différence homme-femme en termes de rémunération. Alors, chez nous, effectivement, les femmes prennent moins les primes, mais au niveau traitement indiciaire, elles peuvent avoir des retards de carrière, mais ça tend à se combler du fait, il faut se dire les choses, du fait de PPCR, du fait qu'il n'y a plus que 2 barrages au 6e et 8e échelon. Les femmes qui étaient en congé de maternité, qui étaient TZR, qui n'étaient pas inspectées le moment venu, elles avaient plus, malheureusement, de malchance de faire une carrière en 30 ans qu'en 20 ans. Bon. Mais c'est les femmes qui prennent moins d'heures sup, à juste titre, on est contre les heures sup, mais c'est les femmes qui ont moins d'IMP. Et donc, alors ça, vous allez me dire, ça ne compte pas pour la retraite, parce que c'est la retraite additionnelle. Mais sauf que, ça, c'est pas réglé. Et ça ne sera pas réglé parce que le ministre de la fonction publique, tout ce qui touche à la fonction publique, l'idée, c'est de faire, de péter le statut, de recoter les contractuels et de donner des gens qui s'engagent avec des missions particulières. Il reste 2, on peut tenir oui, encore. Pendant que je range, Pendant qu'il range les petites affaires, Eric, on y va. Merci Eric pour ton intervention qui montre bien que l'objectif est la baisse des pensions, va entraîner la paupérisation et une phase que Michael Zemmour appelle le démantèlement du système de retraite. On arrive sur une nouvelle phase. Juste la question, excuse-moi, oui, c'est avec les poteaux, c'est un peu pénible. Donc on se prépare tous à animer des réunions de secteur, parler des retraites, etc. Et on voit bien que la réforme repose sur 2 choses, la question de l'âge de départ et la question du nombre d'annuités de cotisation. La FSU, enfin voilà, on est en discussion aujourd'hui, est-ce qu'on amène juste les 60 ans ou est-ce qu'on met les 37 annuités et demie comme point de repère quand même? Parce que dans la technicité des débats, c'est un peu nécessaire. Moi, comme depuis 2003, on travaille dessus. Et parce qu'il y a ce débat-là, parce que je sais que la FSU porte un peu plus la question de 60 ans pour tout le monde, enfin 75% à 60 ans pour tout le monde. Oui. Mais voilà, on a cette question, est-ce qu'on porte ça encore? Comment on le met dans nos revendications pour ne pas perdre non plus dans la technicité des débats, que ce soit avec les journalistes et les autres? Je te propose de prendre l'autre aussi. Oui. Oui. Tu as des réponses assez longues. Ah oui. Oui, Coralie est toujours très... Enfin, vas-y. Moi, c'est vrai. Est-ce que le corps a demandé la suppression de la décote? D'accord. Voilà. Alors, il y a 2 questions. Voilà, il y a 2 questions. Après, si tu as encore le temps, il y en a 2 autres. D'accord. Et... Non, mais... on va se dire... Mais j'ai des réponses, mais elles vont te plaire. Non, là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler mon... Parce que de toute façon, je vais courir après. Je vais décaler mon train pour... Non, mais je vais décaler d'une demi-heure. Enfin, je vais décaler mon train d'une demi-heure, mais je vais arriver 1 heure plus tard. Parce que le train que je voulais prendre, c'était celui qui était direct. Donc, vous allez me faire prendre un train qui s'arrête partout. Non, mais il faut que je réponde. Parce que là, c'est trop important. Non, mais... Donc, j'aurai le temps de faire 2 autres. Oui, j'en ferai les 2. Ah, non, mais par contre, je vais pas le prendre... C'est le dernier train, hein, donc après, je vais le faire. Allez. Donc, moi, je réponds clairement sur il a voulu me parler des 37,5. Et moi, je suis un partisan de 60 ans et 75% du dernier. Parce que qu'est-ce que c'est? C'est pas que je veux pas du 37,5. Hein.
Mais 37,5, c'est le mode de calcul qui faisait, il n'y avait pas de décote. Ce qui est inscrit dans le code des pensions, c'est 75%. Et on a divisé, tu divises par 2. Alors non, c'est écrit 37,5, 75, hein, soyons clairs, je vais être honnête, je biaise un peu. Mais il n'y a aucun intérêt à donner 37,5, parce qu'on s'en fout du mode de calcul, que tu avais 37,5, tu as 75. 75, c'est la carrière complète. Alors tu vas me dire, tu es en train de biaiser, tu dis, si la carrière complète c'est 40, voilà, très bien. Mais moi je rentre pas là, c'est pas un plus. Une carrière complète, il faut la définir. Alors effectivement, la définir, c'est 37,5, je suis d'accord avec toi. Non, mais il n'y a pas de... Mais sauf que, je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est un taux de remplacement. Donc, ce qu'on doit entendre d'abord, c'est 75% pour une carrière complète. Tu peux finir par qui correspond à 37 années et demie de cotisation. Mais l'idée, c'est de rentrer dans le taux de remplacement. Enfin, le taux de pension et donc l'idée qu'on a pour vivre ces fameux traitements continus. Mais effectivement, la carrière complète, je suis d'accord avec toi, c'est 37,5. Mais l'idée, quand on dit on va revenir à 60 ans, on peut revenir à 60 ans avec les années d'études. Mais il n'y aura pas la même... tout le monde n'aura pas fait le même nombre d'années d'études. Enfin, donc tu vois, l'idée c'est de se dire, on revient sur un objectif de taux de remplacement qui n'est pas du tout le cas, tu as vu. Et on se dit, et là j'enchaîne sur décote sur cote, mais j'ai plus de temps, donc la FSU, et je me fais remarquer au corps, est la seule organisation à revendiquer la suppression du couple décote sur cote. Et comment je le dis, parce que c'est facile de faire des slogans et de dire la FSU est la seule. Ça ne veut pas dire que les autres organisations adorent la décote. J'ai pas du tout dit ça. Et c'est filmé et toutes les organisations syndicales sont unies. Il y a une vraie intersyndicale. J'étais avec Benoît mardi soir. C'est Laurent Berger qui a lu la déclaration commune. Il y a une intersyndicale unie, donc il est hors de question de distinguer une organisation syndicale d'une autre. Mais pourquoi je dis la FSU, et je le dis avant, parce que je l'ai dit avant l'unité là, ben parce que on est très net, très clair. La FSU, c'est construite en 93, SNUIPP. Est-ce que vous avez entendu nos camarades du SNUIPP, et pourquoi je parle du SNUIPP, mais le SNEP aurait pu le faire, quand un instit partait avec 38 années de cotisation. C'est-à-dire, elle va commencer à 19 ans, ou 18 ans, temps de scolarité. Pourquoi je prends l'instit? Parce qu'il y a eu, c'est les instits qui avaient les temps de scolarité pris en compte dans leur pension. Alors, il y avait les IPES, ce qu'on revendique, la scolarité prise en compte. Quand un instit partait à 19 ans, il commençait à cotiser à 19 ans, il avait 38 années de cotisation. Il partait à 57. Alors, pourquoi il ne partait pas à 55 ? Parce qu'il était marié avec quelqu'un qui n'était pas forcément instit, qui continuait, il partait à 57. Il avait donc 38 années de cotisation. Il partait avec, non pas 38 x 2, 76, mais 75. L'instit qui avait 35, comme tout à l'heure, le prof qui avait 35, il avait 70. L'instit, le SNUIPP de l'époque et le syndicat d'avant, qui était dans la FEN, n'a jamais revendiqué que l'instit qui dépassait de 2 ans, qui pouvait partir à 55 et qui partait à 57, ait de la surcote. C'est-à-dire que l'instit travaillait 2 ans de plus, 1 an de plus, ça comptait pour sa retraite, mais c'était pas le double effet. C'est pas je travaille, et puis en plus je veux de la surcote. Parce que le corollaire, c'est la décote. Et il y a une... Alors là, c'est pour ça que je dis, pourquoi je dis j'ai décalé mon train, parce que là, vous allez voir qu'il y a un vrai problème. Parce que on m'a branché sur la décote et la surcote, j'adore. Qu'est-ce que c'est, en théorie, que la... Regardez la perversité de ce mécanisme décote-surcote. Qu'est-ce que c'est qu'en fait de la décote? Vous allez comprendre très, très facilement. La décote,
elle était mise en place. Mitterrand, il fait la retraite à 60 ans. C'était à 65 avant. On prend quelqu'un qui a 63 ans. Il partait donc 2 ans avant l'âge légal, quand c'était 65. On lui établissait une décote parce qu'il avait, on allait lui servir, ça s'appelle la neutralité actuarielle en assurance pas au sens accident de voiture. Assurantiel, c'est cotisation, machin, mutualisation, enfin, on va pas développer. 63 ans, il avait 63 ans. Donc on allait lui servir 2 ans de pension de plus. La décote, ça peut se justifier en assurance au sens large. Hein. Ça peut se justifier sur le fait que vous versez à quelqu'un 2 ans de pension en plus que le mec qui a 65 ans. Vous allez voir mon propos. Mais actuellement, quelqu'un qui a 63 ans, qui part à 63 ans actuellement. Vous avez quelqu'un qui part tout de suite à 63 ans, qui peut avoir plein de décotes. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il a à la fois, il a plein de décotes parce qu'il n'a pas suffisamment cotisé. Je dis plein, c'est 3 ans par exemple, un prof, tu dois, tiens, à 63, dans le système actuel, tu dois 40 ans, non, c'est 41 là, tout de suite on va prendre 42. Tu as quelqu'un qui a quand même travaillé 39 ans, à 63 ans, quelqu'un qui a travaillé actuellement 39 ans à 63 ans. C'est très simple mon calcul. Hein. Il a travaillé 39 ans à 63 ans, et il en doit 42, il a 3 années de décote. Il a quand même travaillé 39 ans. Il a 63 ans. Et t'as le gars qui part à 63 ans et qu'elle la surcote. Combien de surcote? 1 an seulement. Pourquoi? Parce que t'as de la surcote qu'à partir tu déclenches l'âge légal. Hein. Alors vous allez dire, ouais mais Eric c'est normal, le mec il a de la surcote, il a vachement plus travaillé, parce que s'il a de la surcote, ouais mais quel type de... Enfin c'est pas quel type de travail, mais prof, IPS, machin. Et ça s'appelle pas de la neutralité actuarielle. J'ai cherché le mot tout à l'heure. Ça s'appelle pas de la neutralité actuarielle en assurance. C'est que ils partent au même âge. Il n'est pas possible qu'en partant au même âge, il y en ait un qui ait une décote énorme, parce que ces deux-là qui ont 63 ans, ils ont la même espérance de vie. On va prendre deux personnes identiques, hein, 2 ouvriers ou 2 profs ou tout ce qu'on veut. Ils ont la même espérance de vie. Donc il ne peut pas y en avoir un qui a de la surcote et l'autre de la décote, parce qu'ils ont la même, ils auront la même retraite, ils auront la même durée de retraite. Donc comme on est des intellectuels à la FSU, on revendique haut et fort la suppression de la décote et la surcote, avec l'entrée par l'instit. On n'a jamais réclamé de la surcote. Donc on n'a jamais non plus réclamé de la décote, parce que celui qui avait 35 ans tout à l'heure, il avait que 70%, mais parce qu'il avait que cotisé 35 ans. C'est normal qu'il n'est pas pareil que celui qui a cotisé 37,5. Celui qui avait cotisé 37,5, 75, celui qui a cotisé 35, il avait les mères de 3 enfants qui partaient à 30 annuités, qui avaient donc 30 plus 3, elles avaient 66% de leur dernier salaire. Et elles partaient parce qu'elles avaient regardé ce que ça donnait 66% du dernier salaire. C'est pas que c'était super, on préfère tous avoir 75. Bon, et donc on a une honnêteté, nous, intellectuels à la FSU, de dire, on proratise la pension une fois. Ça veut dire quoi, proratiser la pension une fois? J'ai pas le bon nombre d'années. J'ai 43e, alors c'est pas ce qu'on veut, hein, 43e, mais... J'ai 39 tout de suite, c'est pas ce qu'on veut non plus. On veut 37,5. Mais tout de suite, j'ai 39 42e de 75% de ma pension, mais pas avec un truc derrière, 15% de décote. Parce que je rappelle à tout le monde que l'exemple que je vous ai donné, 39 ans de cotisation, 42 ans exigibles, j'ai quand même 63 ans, et il me manque 3 années, le calcul de ma pension, c'est 39 42e de 75% fois 0,85. 0,85, c'est 15% de décote. C'est les calculs que je vous ai fait tout à l'heure. Donc, bien évidemment, ils ne veulent pas revenir sur la décote, et la perversité du truc, regardez ce qu'ils nous disent. Ben maintenant, regardez, vous n'aurez plus que 15% de décote en tout. Puisque vous ne pouvez pas partir avant 64,
et ça s'arrête à 67 la décote. Donc au maximum, vous n'avez plus que 15% de décote. Grosse perversité. Une autre question. Donc c'est très clair, on est contre la décote et donc contre la surcote. Et on va aller jusqu'au bout, les technos, non pas du corps, mais les technos de Bercy nous disent on a un problème avec la surcote. Ah bon? Ah oui, parce que ceux qui surcotent, c'est ceux qui ont les salaires les plus élevés et ça nous coûte très cher. Donc ils se rendent compte que la surcote, et regardez que le 64 ans, il va nous rendre service pour certains dans les... Parce que ceux qui déclencheront la surcote, ils la déclencheront qu'à partir de 64. Alors il y en a qui continueront vouloir aller... Je parle pas des profs, tout le monde a bien compris. Hein. Je parle des hauts fonctionnaires, concernant les fonctionnaires, et des cadres dans des compagnies. J'ai jamais dit que les cadres étaient privilégiés. Il y a des cadres qui morfent, il y a même des cadres qui sont virés avant 60 ans, il y a des cadres sans emploi. Il n'y a pas de population mieux que d'autres. Sauf que la surcote, comme par hasard, ceux qui disent que c'est un mécanisme incitatif, ils s'aperçoivent que, comme il inverse à des salaires élevés, ça coûte cher. Eric, on va te calmer un petit peu, on va te poser une autre question, autre que la décote surcote. On en fait deux d'un coup. Deux d'un coup, voilà, on enchaîne. Après, Allez, on aura son- Pascal. Une question sur un argument qui revient là, ces derniers temps et qui était déjà revenu avant, c'était sur le fait que la démographie joue contre le système par répartition. Et que, à l'heure actuelle, on se retrouve à 1,7, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais. On ne peut pas subvenir, donc il faut qu'on Productivité. allonge. Et moi, je me suis toujours posé la question, mais c'est pas parce qu'on allonge qu'il y aura moins de retraités et qu'on sera toujours à 1,7 en démographie. Ça ne change pas fondamentalement le problème. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on répond quand on parle de démographie exactement par rapport au système par répartition, sachant qu'on a parlé des recettes et des dépenses, mais qu'on voit bien le levier dont on ne parle pas quand on parle de la démographie, évidemment. Ouais, Attends, Ah oui, il y a ça. une deuxième question. Alex. Alex. Ouais. Je passais le bonjour à Yann, hein, qui est un Ah oui, camarade et puis compagnon de cordée, puisqu'on fait beaucoup de montagnes ensemble. exact, je t'avais Voilà. vu. Ouais. Donc, non, deux questions. J'ai entendu donc le ministre Guérini parler d'un nouveau truc dans la fonction publique, du cumul emploi-retraite. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur ce truc-là? Et est-ce que c'est pas une remise en cause aussi tu parlais justement d'une bataille, enfin, d'une attaque contre les statuts, contre les retraites et contre les salaires, hein, je l'ai bien noté que c'était pas que la retraite. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi avec la question des statuts? Et puis deuxième chose, on va se battre, j'espère qu'on sera très nombreux, mais si bon, voilà, ce projet mortifère venait à être adopté, on a parlé aussi de la fin des régimes spéciaux. Hein, et est-ce que c'est pas aussi une porte ouverte pour, voilà, en fonction si les néolibéraux restent encore longtemps, une porte ouverte aussi à la suppression du régime justement des fonctionnaires de la fonction publique dans la suite des régimes spéciaux. Voilà. Eh bien vas-y Eric. Tu prends le temps que tu veux, c'est ton train qui t'attend. Enfin, Ouais. ou pas. C'est pas que j'ai entendu. Redis-moi, comme j'ai bien écouté, la question de. La démographie. Non, alors, ouais, sur un 1,7 cotisant actuellement contre 1,2 en 1,3 en 70, en 2070. Bah, je suis pas du tout en difficulté. La retraite par répartition, quand elle s'est créée, est-ce qu'il y avait des cotisants on a versé des pensions à des gens qui n'avaient pas cotisé. Donc, non, c'est pas par une pirouette, c'est qu'on a su consacrer davantage de richesses. J'ai éteint mon ordi, je crois que c'était 5% du PIB consacré aux richesses en 1960, contre 13,8 à l'heure actuelle. Et bien, comment on a. Donc, la population a effectivement doublé, donc on a. Plus que doublé, pardon. Mais j'ai plus les chiffres, donc je ne vais pas dire de bêtises, parce que pareil, c'est filmé, j'aurais dit que des choses bien. Donc il faut, j'aurais dit que des choses vraies, mais j'ai pas les chiffres, voilà. Et puis en plus, moi c'est plus facile, parce que Bruno Le Maire, il sait deviner la suite, mais moi donc je fais sur le constaté. Donc on a su consacrer davantage de richesses, et donc pour les retraités, pour payer les pensions de retraite. Donc effectivement, il y a un arbitrage, comme l'a très bien dit Polo, partage, répartition richesse, valeur ajoutée. Faut qu'on ait l'idée du début de la répartition. C'est pas de la capitalisation. Les cotisations, c'est pas des choses qu'on met au frigo et qu'on retrouve 40 ans après. Donc, il y a un souci. On parle de souci démographique.
si on donne confiance au système de retraite avec les jeunes, si c'est pas, tu aimes bien, tu ne racontes que des si, ben, il y a un vrai travail de mobilisation pour montrer que, à la différence de Macron, les retraités ne sont pas une charge, que la retraite, ce n'est pas l'entrée dans la vieillesse, et que on peut consacrer davantage de richesses pour payer. Et le paramètre démographique, il n'est pas balayé d'un revers de main, mais il y a d'autres leviers pour combler ça. Donc, moi, je ne rentre pas là-dessus. C'est, comme j'ai dit, le titre, c'est nourrir le catastrophisme. Donc, je ne sais pas si ça te convient comme réponse, mais je peux pas. Moi, je veux pas qu'on regarde la notion de démographie. Elle n'est pas à écarter. Il y a le taux de dépendance économique, le taux de dépendance démographique. C'est des choses. Là, il faut rentrer davantage à l'état. C'est plus utile. Là, ce serait utile que j'ai pu vous montrer une diapo, parce que là, on s'embarque dans des trucs qui vont. On peut vite dévier et faire dire n'importe quoi. Donc, la notion de démographie, la notion d'espérance de vie en bonne santé, tout ça, c'est à prendre en compte, parce que bien évidemment, il y a aussi à regarder comment évoluent ces paramètres, indice de fécondité, ces paramètres effectivement démographiques. Il n'y a pas que la... Enfin, il y a les démographies, l'indice de fécondité, la prévention au niveau santé, enfin... Donc, Et sur le cumul emploi-retraite, bah, c'est facile de finir, là. C'est un projet de loi... Alors, j'ai pas regardé les articles, hein, j'ai été très honnête. Là, il y a un truc financier, et ils font croire qu'ils vont faire un truc après sur les aspects connexes. Est-ce que tout de suite, il y a le cumul emploi-retraite? Je ne sais pas, là. Je suis très honnête, est-ce que c'est... Mais tous les dispositifs annexes, là, il va y avoir dans le projet de loi que j'ai pas lu, on nous a dit il va y avoir des intentions. Alors, les 43 ans, machin, ça va être écrit noir sur blanc. Le code de sécu, il y aura écrit tout de suite, j'ai lu le début, remplacer le mot 62 ans par 64 ans. Hein, c'est vite fait, ça. À partir de la génération, machin. L'idée, c'est de... J'ai compris ta question, c'est est-ce que le cumul emploi-retraite, c'est un bien encore contre le statut? Bah, tu as fait la question et la réponse, bien évidemment. On te fait croire, le ministre de la fonction publique, il fait croire, alors j'étais pas vendredi à l'audience, il y avait personne du SNEP, donc là qui était là, c'était je crois Bruno Levéder et Sigrid, je pense. Ce que j'ai compris de l'audience qu'ils ont eue début janvier, c'est que Guérini n'y connaît rien sur les retraites, mais par contre il sait la feuille de route qu'il a pour la fonction publique. Et ils sont convaincus de faire de l'ARH avec nous, et effectivement, de nous repérer quand on va vieillir, et nous dire, bah, en fait, vous serez mieux, vous pourriez nous être utile ailleurs, alors, dans la fonction publique, bien évidemment, dans un premier temps, mais pourquoi pas ailleurs, en entreprise, les partenariats avec des entreprises, j'imagine un prof de sciences, pourquoi vous n'iriez pas travailler de sciences physiques, tiens, je suis là, vous n'êtes pas trop con, machin, ça vous dit pas de travailler avec Areva sur le nucléaire, machin, les risques, machin, prof de SVT, tu vois. Donc l'idée, non mais ils sont convaincus de faire Guérini, l'objectif c'est la RH. Comme on a connu, vous savez, la RH de proximité dans les rectorats et compagnie, on est convaincus une cellule. Donc ils sont convaincus effectivement de tout, et ils ont envie de tout bouleverser, ils ont la feuille de route pour à la fois bouleverser les retraites financièrement, et aussi sur qu'est-ce que c'est que la retraite, mais aussi sur le statut, sur la période d'activité. Donc je te rejoins, sur le cumul emploi-retraite, je me suis exprimé avant sur la retraite progressive, c'est une usine à gaz, retraite progressive. Bon. Donc cumul emploi-retraite, mais c'est l'idée que on va tellement être bon pour repérer les individus, donc on est dans une logique... Deuxième carrière. Ouais, deuxième carrière qui n'a jamais marché depuis 2003, hein, bon. Mais on est dans une logique d'individualisation, et puis après, qu'est-ce qui nous prend au nez? Là, on parle carrière, suppression de PPCR, enfin pas PPCR, introduire un 4e rendez-vous de carrière, les rythmes de la hors-classe, ah bah non, là tout de suite ils sont identiques pour tout le monde, bah, ça va pas ça, comment ça se fait quand on passe à la hors-classe, on déroule tout, bon, donc toute l'idée de RH, alors là il faudrait qu'on discute pendant des heures.
Mais donc, non, là pour le train, je suis bon, parce que j'avais dit 7h, prochain train, une demi-heure après, il est 7h20, là je pars. Bon, eh bien écoute, en tout cas, un grand merci à toi Eric. Ah, merci à vous. Donc, tout le monde aura bien compris, pour, comme le disait Ambroise Croizat, pour pas que la retraite soit l'antichambre de la mort, eh bien toutes et tous mobilisés dès le 19 janvier contre la réforme Macron des retraites. Et bon retour à toi Eric. Merci à vous. Merci. Et au 19 Non, à la rue.